Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. En titre ce soir, tour de table ce vendredi à Libreville entre le ministre de la Fonction publique et les acteurs de la concertation sociale des travailleurs. Le but de cette rencontre s'inscrit dans une méthodologie d'information avant la signature de la trêve sociale. Depuis le 1er octobre à Kigali, les passagers des bus n'ont plus besoin de liquide pour payer leur voyage. La capitale du Rwanda a généralisé un système de paiement par carte mis en place il y a 2 ans dans les transports publics. Nous aurons les contours de ce nouveau mode de paiement. Voilà pour les titres et bon confort d'écoute. Le vice-amiral Guan Belin et 10 autres membres de l'équipage de l'Arche de la Paix, le navire hôpital de la marine chinoise, ont été décorés ce vendredi matin à Libreville de la médaille d'honneur de la marine nationale gabonaise et de la médaille de la santé militaire degré bronze et argent. Chimène Sandra Assengon, Bertin Osega. Présent à Libreville depuis 6 jours, le vice-amiral Gwen Bailing et plusieurs autres membres de l'équipage de l'Arche de la Paix ont été honorés ce vendredi à Libreville à la faveur d'une série de décorations. Si certains ont été décorés de la médaille d'honneur de la marine nationale gabonaise et de la médaille de la santé militaire, le vice-amiral Gwen Bailing a, lui, reçu la médaille d'officier dans l'ordre de la Panthère noire, symbole d'une coopération forte et continue. Cela représente la reconnaissance du gouvernement gabonais, de la partie militaire gabonaise et aussi le civil gabonais. Nous, par des services médicaux, notre amitié entre nos deux pays, entre nos deux armées est bien renforcée. Et aussi la coopération entre nos deux parties est renforcée aussi, surtout dans le domaine de santé militaire. Après une dernière série de consultations au service gériatrie de Mélène et à l'École nationale pour enfants déficients auditifs, l'Arche de la Paix quittera les côtes gabonaises en direction du Congo dimanche. Le porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibidze, a tenu une conférence de presse ce 6 octobre à la maison Georges Rawiri dans le but d'informer la population gabonaise sur les activités gouvernementales et les probables réformes qui seront adoptées. Gabriel Ratanga et Bertin Osega. L'adoption par le gouvernement du projet de loi portant révision de la Constitution qui aurait conduit à l'ouverture d'un nouveau gouvernement avec l'intégration de certaines personnalités de l'opposition, la situation actuelle de l'université Omar Bongo, la rentrée académique 2017-2018, l'épineuse question de la situation économique du pays sont les principaux points qui ont suscité la clarification du porte-parole du gouvernement. Le gouvernement qui a été composé par le Premier ministre Emmanuel Isozengonde et validé par le chef de l'État, a été ouvert aux forces de l'opposition et à la société civile. Donc ça a été un premier acte de mise en œuvre des résolutions du dialogue politique d'Akonje. L'État, aujourd'hui, fait en sorte que l'école, la formation, l'enseignement continuent d'être une priorité. Mais dès le même temps, il est indispensable de procéder à quelques réajustements, à quelques ajustements, en tenant compte, évidemment, de ce que coûte aujourd'hui la formation d'un étudiant. S'en est suivie la traditionnelle séance des questions-réponses, au cours de laquelle Alain-Claude Bilibidze a une fois de plus éclairé la lanterne de l'opinion publique. Mais là, ce n'est pas la justice gabonaise qui a condamné Payant, c'est la justice française. Il faut quand même mesurer ce que ça veut dire. C'est la justice française qui condamne Payant pour diffamation, sur des propos graves. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont considérablement réduit la question de la corruption. C'est un mal et il faut lutter contre ce mal. La loi existe, le code de procédure pénale existe, le code pénal existe, d'autres lois existent pour réprimer la corruption et certains mauvais comportements. Donc il n'y aura pas de fin. Avant donc de clore cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a insisté sur le plan de relance économique qui constitue désormais le cheval de bataille de l'ensemble du gouvernement afin que l'État continue de respecter ses obligations. Et puis, je vous le disais en titre, un tour de table réunissant le ministre de la Fonction publique et les acteurs de la concertation sociale des travailleurs ce vendredi à Libreville. Le but de cette rencontre s'inscrit dans une méthodologie d'information avant la signature de la trêve sociale. Chimène Sandra Assengon, Bertin Osega.
Dans le but de comprendre la méthodologie mise en place par le gouvernement avant la concertation qui conduira à la trêve sociale, la concertation sociale des travailleurs, la CST, a rencontré ce vendredi le ministre en charge de la fonction publique. Il était question pour notre organisation de comprendre un peu la méthodologie à utiliser pour aller à la concertation avant de signer la trêve sociale. Et nous nous interrogeons, puisque nous avions appris par voie de presse qu'il y avait déjà un comité qui serait mis en place pour préparer les termes de référence. Jean-Mario Gandaga, ministre de la fonction publique, a jugé positive cette démarche de la CST qu'il qualifie de responsable. Il est question que l'on partage dans une dynamique d'échange et de confiance, que les partenaires sociaux viennent vers nous pour savoir sur quoi vont porter des discussions. Le ministre a tout de même souligné que le gouvernement travaillera avec ceux qui le voudront, ceux qui voudront apporter des solutions aux problèmes du Gabon et non avec ceux qui viendront entraver la bonne marche vers la trêve sociale. La famille syndicale, c'est une grande famille où les gens peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord, mais le plus important, c'est de s'accorder sur l'essentiel. S'accorder sur l'essentiel, c'est de se dire que je sois d'accord avec ce gouvernement, que je sois d'accord avec les personnes qui sont au pouvoir, que je sois d'accord avec ce qui m'est proposé, ou bien que je ne sois pas d'accord. Le plus important, c'est que le Gabon gagne. L'objectif visé ici, c'est le plan de relance économique qui devrait se faire dans le calme pour que les opérateurs économiques travaillent afin d'apporter des richesses au pays. De ce fait, pour le ministre de la fonction publique, il faut aller vers la trêve sociale en étant réaliste. Devant la diversité des frais de scolarité d'inscription variant d'un établissement à un autre, le ministère de l'Éducation nationale, par une note circulaire, communique. Écoutons le secrétaire général adjoint de ce département au micro de Gabriel Ratanga. Le ministre de l'Éducation nationale porte à la connaissance de tous les chefs d'établissement public des nouvelles dispositions de réinscription ci-après. 1. Enseignement général. Pré-primaire, mutuelle, 1000 francs. Carte d'identité scolaire, 1000 francs. Plus une rame de papier. Primaire, mutuelle, 1000 francs. Bulletin, 1000 francs. Carte d'identité scolaire pour la classe de 5e année, 1000 francs également. Secondaire, coopérative, 2000 francs. Carte d'identité scolaire, 1000 francs. Reprographie, 3000 francs. 2. Enseignement technique. Carte d'identité scolaire, 1000 francs. Coopérative, 2000 francs. Carnet de liaison, 1000 francs, plus une rame de papier. Conformément au calendrier scolaire, les activités pédagogiques ont commencé depuis le lundi 2 octobre 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Fête à Libreville le 6 octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale, Madame Nadine Patricia Anguillet, épouse Obama. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a signé ce vendredi à l'espace PME une convention avec les entités en charge de la transformation de la filière bois. L'objectif de cette convention est de promouvoir l'employabilité des jeunes Gabonais. Regardez. C'est dans l'optique de promouvoir l'employabilité des jeunes Gabonais que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Biendi Manganga Moussavou, a signé ce vendredi une convention avec les entreprises spécialisées dans la transformation de la filière bois. Le but de la signature de ce matin, c'est pour lancer un incubateur dédié au secteur bois. Comme nous l'avons expliqué, il s'inscrit dans le cadre du soutien que le ministère de la promotion, le ministère des PME, de l'entrepreneuriat national et de l'insertion des jeunes souhaite apporter à la filière bois en association avec l'ensemble des départements concernés. Ici, donc, nous installons un incubateur dans la zone économique spéciale de Nkok, dans le cluster bois. Pour le responsable chargé du développement des Gabon Hood Hub, il s'agira d'apporter un appui technique et un encadrement de jeunes entrepreneurs. C'est de les accompagner techniquement pour qu'ils puissent bénéficier d'une
d'une mise à jour technique, des nouvelles méthodologies de travail, de suivi de production, une mise à jour technologique des nouvelles méthodes de mise en place de suivi qualité, et ensuite une mise à jour aussi au niveau de tout ce qui est outils de design, définition de produits, comme l'a dit Monsieur le Ministre. Tout d'abord, une démarche entrepreneuriale commence par effectivement identifier un marché, définir ce produit-là, et ensuite, derrière, commencer à implémenter tous les outils qui permettront d'arriver au produit final. L'objet de cette convention est de soutenir au moins 20 jeunes diplômés dans la filière bois à suivre des formations courtes et qualifiantes au sein du cluster bois dans la zone économique spéciale d'Nkok. Carmen Ndao, ministre du Travail, a effectué une descente ce vendredi à l'entreprise Bouygues pour s'enquérir de la situation et échanger avec les employés de cette société 4 jours après la fuite des dirigeants de la dite société. Regardez. S'enquérir de la situation et rassurer le personnel de la société Bouygues, 4 jours après la cavale des dirigeants de cette entreprise, le ministre du Travail, Carmen Ndao, a effectué une visite au sein de la société ce vendredi. En effet, selon les informations qui ont été mises à notre disposition, donc il semblerait que les responsables de cette structure, la société Bouygues Énergie et Services, ont quitté le territoire gabonais et cessé toute activité au sein de l'entreprise. Donc au vu des informations qui sont diffusées ça et là, donc il s'agissait de voir qu'est-ce qu'il en était réellement et puis surtout de rassurer le personnel. Pour le secrétaire général du SINASO, Antoine Moussunda, les travailleurs de Bouygues doivent rentrer en possession de tous leurs droits. Nous attendons que le ministère du Travail montre sa force. Les travailleurs que vous voyez autour de moi attendent leurs droits, les indemnités compensatrices et tout le préjudice moral subi. Dans un ton ferme, le président de la Confédération syndicale pointe du doigt les gouvernants. Bouygues a investi dans un pays qui est le nôtre, qui est le Gabon, un pays de droit. C'est une interrogation que nous allons nous faire. Est-ce que Bouygues est venu comme ça, s'installer sans que les autorités gabonaises ne soient tenues informées? Première question. Pensez-vous que Bouygues, en tant qu'investisseur, n'avait pas l'obligation d'obéir à la législation nationale? Troisième question, c'est celle de savoir est-ce que les autorités pouvaient nous dire, ou alors peuvent nous dire aujourd'hui, que le représentant de Bouygues, le président directeur général de Bouygues, puisse partir, prendre l'avion, sans que les autorités ne soient saisies ou ne soient tenues informées? C'est via Skype, le mardi 3 octobre, que les responsables de l'entreprise française Bouygues Énergie et Services ont annoncé à leurs employés la cessation d'activité de la société au Gabon pour cause des difficultés financières. Implantée au Gabon depuis déjà 69 ans, la filiale gabonaise du groupe français Bouygues Construction opérait jusqu'ici dans les infrastructures du réseau, le génie électrique et thermique. En image, cette information, Madame, Monsieur, c'est ce 6 octobre 2017 que la dépouille de Joseph Burukunda a été exposée à la salle de la Fédération gabonaise de boxe. Il s'est agi pour la grande famille du noble art de rendre un dernier hommage à celui qui avait porté haut l'étendard de la boxe gabonaise, considéré comme l'icône de la boxe gabonaise. Joe Burukunda s'est éteint à l'âge de 79 ans des suites d'une maladie le 25 septembre dernier. Je le disais à l'entame, depuis le 1er octobre à Kigali, les passagers des bus n'ont plus besoin de liquide pour payer leur voyage. La capitale du Rwanda a généralisé un système de paiement par carte. Mis en place il y a 2 ans dans les transports publics, Tap Ego permet d'éviter les fraudes et de faciliter la collecte de revenus. La première étape vers la démonétisation des transactions dans le pays, c'est un reportage. Regardez. À Kigali, ce geste est devenu un réflexe. Cette carte rechargeable, baptisée Tapengo, est désormais le seul moyen de voyager dans les bus de la capitale. Une aubaine pour les opérateurs de transport.
on a augmenté le rendement, ça augmente les revenus. Ça a été difficile parce que les gens auparavant ne comprennent pas, vu les habitudes. Et vous savez très bien, pour chasser des habitudes n'est pas chose facile. La carte coûte 1 € et les trajets ont un prix fixe, 25 centimes d'euros. Le système permet aux entreprises d'adapter le service aux besoins et au gouvernement de collecter les impôts plus facilement. Et dans les bus, plus de fraude ni de retard. Avant ces cartes, nous avions des problèmes lors des transactions avec les clients. Ils essayaient toujours de négocier. Mais maintenant, ils valident simplement, ça va vite, et il n'y a plus de conflit. La plupart des usagers ont très bien adopté ce nouveau système, mais pour ceux qui ne vivent pas dans la capitale, le Tapengo reste une énigme. C'est injuste. Je viens d'un village pour rendre visite à quelqu'un et il me demande d'acheter une carte alors que moi, je ne comprends pas à quoi ça sert. Cette carte, conçue par cette entreprise rwandaise, est la tête de pont d'une ambition gouvernementale, muée, à terme, vers une économie démonétisée. On contribue également à la réalisation de l'objectif de notre pays d'avoir une économie avec peu de transactions liquides et d'avoir toutes les transactions effectuées électroniquement. Plusieurs pays africains ont manifesté leur intérêt pour ce système. À ces groupes, qui se rêvent en acteurs panafricains du transport, est déjà implanté au Cameroun. Le nombre des migrants partant de Libye pour rallier l'Europe a baissé de 20% cette année, notamment grâce au soutien de l'Union européenne et aux autorités libyennes, a assuré jeudi le commandant de l'opération navale européenne Sophia, chargé de lutter contre les passeurs. Jamila Bengman. Nous avons constaté une baisse du nombre de personnes quittant la Libye pour l'Europe cette année de l'ordre de 20% jusqu'à présent par rapport à la même période de 2016, a précisé Enrico Cledendino, commandant de la force navale européenne en Méditerranée lors d'une conférence de presse à bord du navire Cantabria au port de la Goulette, près de Tunis. Le nombre de gens qui ont perdu la vie en mer a aussi diminué, surtout en été, de 60%. Cet été, la diminution a atteint 75% par rapport à la même période en 2016. Le nombre des migrants clandestins ayant péri en mer a également baissé, surtout pendant l'été, avec un recul de 60%. L'une des raisons de cette baisse conséquente est qu'aujourd'hui, les Libyens ont reçu de l'Italie 4 bateaux de patrouille. Avec les formations que nous avons dispensées, ils sont maintenant à même de patrouiller de manière plus efficace dans leurs eaux territoriales où ils peuvent combattre tout type d'activité criminelle et aussi sauver des vies. Selon la même source, cette baisse s'expliquerait aussi par le soutien apporté aux gardes-côtes libyens qui ont reçu 4 patrouilleurs italiens et des formations de l'opération Sophia. Au Libéria, cette fois, des femmes jeunes pour des élections sans violence. Vous allez le voir, vêtues de tuniques identiques, proclamant, souvenez-vous du passé, une centaine de Libériennes prises agenouillées au terme d'une nouvelle journée de jeûne entamée il y a 3 semaines pour exhorter les compatriotes à éviter toute violence lors des élections générales de mardi. Ces femmes de tous âges se réunissent de l'aube au coucher du soleil en bord de route dans la capitale libérienne Monrovia, devant les quartiers généraux de plusieurs candidats à quelques jours des élections présidentielles et législatives du pays, rappelant les manifestations pacifistes qui avaient aidé à en finir avec les guerres civiles de 1989-2003. Nous faisons de la sensibilisation pour promouvoir la non-violence. Nous allons dans les communautés, dans les églises, dans les partis politiques et nous leur disons qu'ils doivent respecter la paix et se souvenir du passé. Nous ne voulons plus la guerre. Nous avions mené le processus en 2002 et 2003 pour le mouvement de masse des femmes en faveur de la paix. Nous voulons poursuivre cette action en participant au maintien de cette paix obtenue, explique Delphine Maurice, coordinatrice nationale du réseau des femmes pour la paix. Nous prions qu'il n'y ait pas de violence lors des élections et pour que nous puissions voter pour nos propres choix et que tout le monde accepte les résultats. Dans leur petit campement, les militantes de Whipnet terminent la journée en chantant et ce mercredi, elles ont même enregistré un clip vidéo musical pour le plus grand plaisir des passants, mais aussi des automobilistes.
Il y a près de 30 ans, l'Angola inventait la kizomba, une danse de couple sensuelle et festive inspirée de la samba. Son succès mondial en a fait un style incontournable dans les studios et les soirées de nombreuses métropoles. Retour aux sources à Luanda. Ces jeunes Angolais ne sont pas là pour s'amuser. Tous les week-ends, ils s'entraînent pour se produire ensuite dans des anniversaires ou des mariages à Luanda. Au programme, beaucoup de semba, la danse traditionnelle de l'Angola, mais aussi de la kizomba, sa petite sœur. La différence entre kizomba et samba, c'est le rythme et la mélodie. Avec la samba, la mélodie est plus présente et le battement plus intense. Avec la kizomba, la mélodie est plus lente. Kizomba signifie fête en kimbundu, l'une des langues angolaises. Cette danse de couple sensuelle, née il n'y a même pas 30 ans, s'est rapidement imposée dans toutes les soirées avant de sortir des frontières. C'est devenu un phénomène de mode global. Elle est enseignée de Johannesburg à New York. Pour la plus grande fierté de Mario, qui organise des festivals avec les champions de l'Angola. Notre monde a besoin d'affection. Nous dansons la kizomba en nous enlaçant. En Europe et dans le monde, il leur manque ça. Quand ils découvrent une danse qui vient d'Afrique, où les gens s'enlacent même s'ils ne se connaissent pas, ils ressentent de la chaleur. C'est normal que ça marche partout. C'est ça la kizomba, c'est la sensualité, c'est la magie africaine. Mario craint pourtant que la popularité de sa danse de cœur ne finisse par la dénaturer. À l'origine, la kizomba est une danse familiale assez technique. Quand les corps sont collés, le rythme ralentit et l'ondulation prononcée, c'est de la tarashinha, la version encore plus sensuelle. Malheureusement, le monde n'a retenu que certains aspects de la kizomba, alors que pour nous, c'est notre culture. Le monde a cherché à associer la kizomba à quelque chose de sexy, à un certain érotisme. C'est ironique, car pour nous, c'est quelque chose de très sérieux. C'est notre culture et c'est notre forme d'expression. Aujourd'hui, le terme kizomba englobe des styles de musique variés avec des influences modernes comme la R&B. Mais si les puristes ne sont pas toujours d'accord sur la terminologie et la genèse de leur danse préférée, ils sont toujours prêts à faire la fête. Cap cette fois sur la Grande-Bretagne où le Britannique d'origine nippone Kazuo Ishiguro, auteur des Vestiges du jour adapté avec succès au cinéma, a été consacré jeudi par le prix Nobel de littérature. Svetlana Maganga pour les détails. Le romancier Kazuo Ishiguro, particulièrement connu pour son livre Les Vestiges du jour, qui a été adapté au cinéma, a reçu jeudi le prix Nobel de littérature 2017. J'entendais la diffusion en direct à l'autre bout du téléphone. Et bien sûr, je pensais que c'était un canular en ces temps de fake news et tout le reste. J'ai pensé ça. Je leur ai demandé de vérifier parce que je n'avais rien entendu. Je pensais que la procédure normale était que le gagnant serait le premier à le savoir. Je n'y ai pas cru pendant un moment. Né en 1954 au Japon à Nagasaki, ville martyre rasée par la bombe Hiroshima en 1945, Kazuo Ishiguro est arrivé en Grande-Bretagne en 1960 où son père, océanographe, était amené à travailler. Son œuvre témoigne de cette double culture. L'écrivain, qui recevra 9 millions de couronnes, environ 845 000 €, s'est dit formidablement flatté. J'espère collaborer sur des bandes dessinées, pas des super-héros, mais je suis en discussion avec des gens pour travailler sur un roman graphique qui m'a plutôt excité parce que c'était une nouveauté pour moi et ça me reconnecte à mon enfance japonaise de lecteur de manga. En pleine crise entre Washington et Pyongyang, le Nobel de la paix pourrait récompenser les efforts contre la prolifération atomique. Parmi les favoris figurent les artisans de l'accord de 2015 sur le contrôle du nucléaire iranien et la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. La saison Nobel se poursuit avec la paix vendredi à Oslo, puis l'économie lundi. À Las Vegas, et cela 3 jours après la fusillade, les amateurs de country se sont retrouvés lors d'une soirée spéciale mercredi dont les fonds seront reversés aux victimes. Pour cette soirée, près d'une dizaine d'artistes ont répondu présents. La musique pour guérir. 3 jours après la fusillade,
Les chanteurs de country se sont retrouvés lors d'une soirée spéciale à Las Vegas pour une démonstration de force face à la tragédie. L'événement, une collecte de fonds au profit des victimes. Plusieurs centaines d'amateurs de danse en ligne de tout âge se sont rassemblés dans ce pub boîte de nuit situé à la sortie de Las Vegas. Je pense que ce concert est à l'image de ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire un peuple uni. Il se passe des choses comme ça qui peuvent nous en détourner parfois et nous allons faire notre deuil comme il se doit. Mais nous allons nous unir et nous remettre sur pied assez rapidement. Les passionnés se retrouvaient seulement 3 jours après la tuerie perpétrée par Stéphane Paddock, un retraité de 64 ans, qui a fait feu pendant 10 minutes sur quelques 22 000 spectateurs d'un concert géant de musique country, tuant 58 personnes et en blessant près de 500 depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay. Tout le monde, tous nos amis, je connais personnellement 3 personnes qui sont mortes, des dizaines qui sont blessées, des amis, des enfants qui sont blessés. C'est vraiment horrible. Je pense donc que c'est le moment de nous rassembler et de commencer un processus de guérison. Alors que la tuerie a provoqué un nouveau débat sur le contrôle des armes à feu, Chris Loudon assure que la politique restera hors de son club. Même si certains clients portent des t-shirts à la gloire du 2e amendement de la Constitution qui autorise le port d'armes individuelles. À présent, Madame, Monsieur, le rappel des titres. Le ministre de la fonction publique et la concertation sociale des travailleurs autour d'une table, l'objectif de cette rencontre était de s'inscrire dans une méthodologie d'information avant la signature de la trêve sociale. Depuis le 1er octobre à Kigali, les passagers des bus n'ont plus besoin de liquide pour payer leur voyage. La capitale du Rwanda a généralisé un système de paiement par carte mis en place il y a 2 ans dans les transports publics. Tap & Go. Nous avons eu les contours de ce nouveau mode de paiement. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. L'actualité continue.